à toutes et tous. Donc, je suis Hervé Piéguet, je travaille chercheur CNRS. Je travaille depuis 25 ans sur la restauration du Rhône. J'étais un jeune chercheur à Pierre-Bénite quand on a commencé dans les années 90, d'autres aussi. Et donc, c'est avec beaucoup de plaisir que je fais cette présentation. Et je remercie Christophe d'avoir accepté de faire cette présentation à deux voix, un peu rétrospective, sur une histoire un petit peu mouvementée, mais qui a une trajectoire tout à fait constructive. Donc, beaucoup ont entendu parler d'interdisciplinarité, et dans les sciences de l'environnement, c'est quelque chose de très important. Peut-être moins transdisciplinarité. Donc, qu'est-ce que c'est que la trans ? Eh bien, c'est connu depuis déjà pas mal de temps, mais la mise en pratique est souvent laborieuse. Et le Rhône est d'une certaine façon une expérience inédite dans ce domaine. La trans, c'est produire des connaissances en co-construction entre des praticiens, des acteurs des territoires, des citoyens et des scientifiques. Donc, bonjour à tous. Donc, je travaille donc à la CNR et ça fait également une vingtaine d'années que je travaille sur les opérations de restauration. Donc, dans cette transdisciplinarité, donc c'est une convergence d'intérêts entre les acteurs du territoire, qui sont les concessionnaires, les élus, les gestionnaires, les institutions, l'agence de l'eau, l'Adréal, avec cette volonté de se réapproprier le fleuve, en fait, tout simplement de prendre soin du fleuve, d'améliorer ses conditions écologiques et de se poser la question de savoir si on peut aller si on va dans le bon sens au travers des actions qui sont mises en œuvre, et notamment avec cette convergence d'intérêts, bien entendu, les scientifiques qui vont s'ouvrir sur des enjeux de société et explorer des champs nouveaux de l'ingénierie de la restauration écologique. Donc on a, pour décliner cette histoire mouvementée ou dynamique ou évolutive, on l'a présentée sous forme de frise, en redémarrant notamment des années 80 avec le Pyrène, qui était le programme interdisciplinaire de recherche sur l'environnement, qui a basé les bases de la convergence sur l'état de dégradation donc, du fleuve. S'en est suivi différents notamment documents et différents programmes, notamment le SDAGE qui a commencé à intégrer donc, les enjeux donc, de la recherche avec le fleuve libre, retrouver un axe de vie, et ça s'est décliné sur le Rhône, retrouver un fleuve vif et courant. Donc, début des années 2000, deux programmes parallèles se sont mis en œuvre. Celui des scientifiques avec le programme Rhône-Éco qui a démarré en 1999. Et puis, au niveau des partenaires, des territoires, des concessionnaires, la mise en place du programme de restauration décennale, donc avec des premières actions d'ampleur qui se sont déroulées, donc notamment sur Pierre-Bénite. Donc, diapositive suivante, merci. Donc, Pierre-Bénite, donc début des années 2000. Ensuite, il y a eu le Haut-Rhône, donc au milieu des années 2004-2006, et poursuivi sur le Rhône médian avec Péage de Roussillon et Montélimar. Donc les bases de cette programmation, de ce programme de restauration écologique, qui concerne essentiellement 9 sites prioritaires qui sont sur le Rhône, Chautagne, Belay, Brégnier-Cordon, et puis de part et d'autre de Lyon, Méribel-Jonage et Pierre-Bénite, et sur la partie médiane, donc Péage de Roussillon, Bex-le-G9, Montélimar et Donzère. 3 actions majeures: l'augmentation des débits réservés, la restauration des annexes fluviales, il y a plus de 40 sites qui ont été réalisés donc, en une quinzaine d'années, et le rétablissement notamment des axes de migration piscicole avec la construction d'ouvrages de passes à poissons, notamment associés aux petites centrales hydroélectriques. Donc, le programme de suivi scientifique de la restauration, ce qu'on appelle aujourd'hui depuis 1999 Rhône-Éco, et qui a ses racines dans les années 90 pour l'essentiel, a permis de structurer une équipe scientifique qui a travaillé dans la continuité au cours de ces 20 dernières années. Donc il y a eu un travail très important sur la question du monitoring. Qu'est-ce que c'est que suivre un cours d'eau? Pourquoi on le fait? Comment on le fait? Et on s'est appuyé notamment sur les travaux des pionniers dans le domaine, Christophe Henry, Claude Amoros. Vous avez un papier de 1995, vous voyez le schéma qui nous explique un état avant, un état après, des contrôles. Vous voyez qu'il n'y a pas que des scientifiques dès cette époque sur le schéma, il y a différents acteurs. Donc ce terreau a été très important et toute la réflexion s'est prolongée ensuite. Et il y a quelques années, on a produit un Comprendre pour agir de l'Office français de la biodiversité sur la question de ces suivis et l'ensemble des concepts et des outils qui permettent de le mettre en œuvre.
derrière le monitoring, derrière le suivi, il y a évidemment la question de l'évaluation. Et le RONECO a œuvré dans ce cadre-là pour montrer que dans un certain nombre de cas, dans beaucoup de cas, ça marche. Et vous avez notamment le numéro spécial collectif coordonné par Jean-Michel Olivier et Nicolas Lamourou en 2015, pardon, 20 ans après le papier de Christophe Henry, je me mélange avec les dates avec le temps, et donc qui a montré un petit peu ces résultats, toute la question sur les indicateurs, si on a un succès, comment on le matérialise avec des indicateurs simples. Ils ont été posés dès le début, ces indicateurs, on ne les a pas changés, ce qui montre que finalement les fondations de la démarche étaient relativement solides. L'idée aussi de cette évaluation, c'était passer d'une évaluation a posteriori, une fois que les actions ont été conduites, à une certaine forme d'évaluation a priori, en s'appuyant notamment sur les modèles, utiliser les modèles pour essayer de voir finalement, à partir des connaissances que l'on a, quels seraient les meilleurs scénarios, les meilleures options possibles. Et à nouveau, ces modèles ont été en partie validés à partir des suivis qui ont été conduits dans un deuxième temps. Il y a tout un travail collectif sur la notion de restauration. Qu'est-ce que ça veut dire que restaurer ? Il y a des débats scientifiques, restaurer, réhabiliter, et notamment quelles références on se pose. Et là, le collectif, notamment en Europe, avec les collègues du Danube, les collègues du Rhin, on s'est projeté vers l'avenir. On a déconstruit l'idée d'un référentiel passé pour travailler sur la notion des fleuves qu'on appelle aujourd'hui les fleuves de l'Anthropocène, qui sont très artificialisés. Et donc ça, c'est quelque chose qui est relativement nouveau, qui était important et qui a été plus progressivement diffusé dans la communauté scientifique. L'autre élément, c'est est-ce qu'on doit restaurer les formes ? Est-ce que le fleuve, il est figé, on ne pourra plus faire grand-chose ? Ou est-ce qu'on peut penser une restauration des processus ? Ça, c'est aussi un gros débat scientifique d'une vingtaine d'années sur lequel on a travaillé et où on a trouvé un certain nombre de voies possibles pour développer ou l'un ou l'autre en fonction des contextes géographiques. Donc, dans le cadre de cette évolution, de cette histoire mouvementée, donc on a eu des événements on peut appeler de rupture. C'est une histoire qui n'est pas forcément linéaire, notamment les crues de 2002-2003, qui ont notamment interfacé avec les opérations de restauration écologique. Vous avez un angle de retrouver ce fleuve vif et courant. Suite à ces crues, donc il y a eu la construction du plan Rhône en 2004 avec une application du programme en 2005 et des réflexions qui se sont élargies notamment sur les aspects sédimentaires, la continuité sédimentaire avec la redistribution des matériaux au Rhône afin d'assurer cette continuité jusqu'à la Camargue. Et donc par rapport à la communauté scientifique, la mise en place de l'Observatoire des sédiments du Rhône, donc en 2009, l'Observatoire Homme-Milieu, et un document qui a été aussi fondateur dans le cadre de l'évolution de cette restauration et pour faire converger sur les, on va dire, de réfléchir notamment sur les formes. C'est le schéma directeur de réactivation des marges alluviales qui a été porté par l'OSR et qui aboutit donc en 2013. En parallèle, le SDAGE, donc de 2016 et 2021, donc prenait donc dans son programme de mesures, donc commençait à intégrer notamment cette restauration morphologique, cette restauration des habitats, donc pour le bénéfice du vivant, et RONECO qui poursuit son chemin, son suivi avec les opérations qui ont été réalisées au fil du temps. Donc ces éléments de rupture, ça a amené à des tensions au niveau des territoires, au niveau des acteurs, parce que dans la restauration écologique, avec un angle très biodiversité, quand il y a eu les crues, il y a eu des ambivalences, notamment des perceptions du Rhône à gérer, et notamment c'était très commun le long du Rhône d'entendre des riverains, des associations disant il faut nous enlever les graviers du Rhône, il faut enlever les bancs, il faut creuser le Rhône, et là on avait nécessité de porter le débat d'un point de vue plus collectif. Donc les tensions se sont fait jour aussi avec la communauté scientifique, et au sein de la communauté scientifique, l'élargissement du lit, on pensait que ça permettait de gérer le risque inondation et en même temps d'améliorer l'état écologique du fleuve. Et donc en fait on est dans le suivi et dans les attentes, est-ce que c'est un « et » ou est-ce que c'est un « ou » et donc ça a créé pas mal de tensions, ça a créé pas mal de discussions. L'idée, c'est que le « et en fait, pour la communauté scientifique, pour beaucoup d'entre nous, était loin d'être la solution qui serait sans doute l'option, le résultat qui serait le plus probable.
Et donc, ça a amené à développer des travaux complémentaires, et notamment les travaux de Philippe Janssen sur les milieux riverains. Ce que l'on voit, c'est que le fleuve, même s'il est déjà aménagé et qu'il est devenu relativement peu réactif d'une certaine manière au niveau morphologique, sa marge de manœuvre, c'est le processus de végétalisation. Et ça, le processus de végétalisation, c'est une question qui est, à mon avis, au centre des questions que l'on a aujourd'hui en termes de réactivité, hein, que ce soit les herbacées sur les secteurs réélargis, ou que ce soit les peuplements ligneux sur les casiers qui sont en voie d'atterrissement, ce que l'on voit, c'est que les évolutions sont relativement rapides, vers des stades qui sont relativement matures, et en fait, le gain de biodiversité, il est transitoire, et du coup, on gagne pas grand-chose. Et donc là, on est amené invariablement à penser les processus et à lier ces actions réparatoires avec la question du transport solide et toute la réflexion qui nous a permis collectivement de rebondir vers les nouvelles options. Donc, quels sont ces leviers, notamment de cette restauration morphologique, et de pouvoir impulser des processus morphologiques qui apportent ces gains de biodiversité et de concilier les usages, notamment du fleuve, avec la gestion des écoulements. C'est notamment la redynamisation des marges par le démantèlement des ouvrages Girardon, hein, ouvrages qui ne sont plus, on va dire, qui n'ont plus d'usage à ce jour. De travailler sur le chenal avec les recharges sédimentaires, que ce soit de l'actif en déversant des matériaux dans le lit, ou en favorisant des processus d'érosion latérale par le biais du démantèlement des ouvrages Girardon, et de mettre en place aussi des plans de gestion d'accompagnement d'eau, avec notamment une vision globale sur le Rhône, la mise en place d'un schéma de gestion sédimentaire qui est en cours d'élaboration. Donc dans ce cadre-là, dans cette phase de renouvellement des actions, l'Observatoire des sédiments du Rhône a joué un rôle relativement important. Il a permis notamment de suivre la réaction du fleuve, la mobilité des galets, voir à quelle distance ils migraient en fonction des événements de crue, de prédire également les temps de transfert. Hein, c'est le diagramme de droite que vous avez là de Daniel Vasquez-Thériault sur péage de Roussillon. Ce sont des prédictions qui permettent de voir à échéance de 10 ans, par exemple, où se redistribuera le galet qui est injecté. Donc c'est un travail qui est vraiment important pour ces mesures-là, voir le gain en termes d'habitat, voir également la durabilité des actions que l'on conduit, et puis également potentiellement faire le lien avec la question du risque d'inondation dans les mesures GEMAPI. Si on introduit du sédiment, il y a des inquiétudes par rapport à ce risque-là qui est à prendre en compte. Et également, la transparence sédimentaire pose la question de la gestion des ouvrages et de la sécurité des ouvrages. Donc tous ces éléments sont en débat, sont en discussion pour voir la faisabilité de telles mesures. Donc dans ces évolutions, on a connu notamment comme on appelle ça, des événements qu'il a fallu surmonter collectivement, et on a voulu illustrer donc un exemple, notamment avec la crise des PCB en 2008, hein, qui a conduit à un moratoire sur les opérations de restauration écologique qui était en cours d'étude donc à l'époque, qui était un obstacle commun à tous les acteurs du territoire. Et tant que la connaissance n'avait pas avancé sur cette thématique-là, il s'agissait de faire preuve d'une prudence et de pouvoir trouver des solutions pour permettre de repartir de l'avant. Comme le dit Christophe, cette crise des PCB a véritablement été un obstacle commun. On a été surpris, décontenancé pour partie, et il a fallu produire des nouvelles connaissances pour comprendre ces processus-là. Donc il y a eu pas mal de travaux dans l'OSR, dans l'Observatoire Homme-Milieu, de l'ENTPE, le BRGM ont travaillé sur ces questions-là, EVS, produire de nouvelles connaissances pour réévaluer en quelque sorte le risque de relargage de ces PCB, de ces polluants, en lien avec les opérations de redynamisation. Donc il y a eu tous des travaux, par exemple, de l'ENTPE en haut à gauche, sur l'historique des flux de PCB, également des travaux de TPE-EVS s'appuyant sur le géoradar pour comprendre les structures sédimentaires, sur des carottes de sédiments pour analyser les polluants, et des travaux par SIG géomatique pour comprendre la distribution spatiale en fait, des stocks plus ou moins contaminés. Et donc ça a permis de mieux comprendre la chronologie des dépôts
et de pré-identifier en quelque sorte les zones où il y a un risque potentiel. Et on a vu notamment qu'il y avait beaucoup de secteurs du Rhône où en fait le risque était relativement mineur parce que les sédiments s'étaient déposés avant en quelque sorte le flux de contaminants. Donc, dans la poursuite de cette histoire, donc, on a notamment le nouveau programme de mesures d'âge 2022-2027 qui ancre cette restauration morphologique et avec une dimension beaucoup plus importante sur l'ensemble des masses d'eau afin d'atteindre ce bon état écologique, associé notamment au transit sédimentaire. Et compte tenu de cette ambition qui augmente progressivement au cours du temps, se pose la question notamment de la démarche participative, de la dimension participative au débat, parce que ce sont des actions où on voit qu'il y a une évolution très importante d'un point de vue socio-écologique dans l'approche de la restauration au cours de ces 20 dernières années, et que là on est dans une nouvelle échelle qui va conduire notamment à une démarche d'un temps de concertation qui doit être de plus en plus approfondi et de la nécessité d'avoir une concertation qui soit inclusive et qui prenne bien en compte tous les cercles des acteurs rhodaniens, que ce soit le riverain, que ce soit des usagers, que ce soit des associations. Alors ça se faisait bien entendu auparavant, mais c'est d'être ensemble autour d'un projet de restauration et quel regard on porte collectivement et de pouvoir mener notamment en parallèle la co-construction du projet sur ces trajectoires qui vont être évoquées, qui vont être discutées sur un territoire donné, et de relier ça également à l'utilité sociale, puisqu'il y a quand même beaucoup de monde qui heureusement qui pratiquent notamment les abords du Rhône, et quelles vont être les interfaces entre la définition d'un projet, les usages d'aujourd'hui, les usages de demain, et ça développe notamment ça déclenche des mécanismes de l'aménagement du territoire sur les différents secteurs sur lesquels on est amené à travailler. Donc avec cette notion de territorialisation des acteurs. Donc c'est cette question de concertation, cette question de participation des différents acteurs. Christophe la considère comme une opportunité. C'est une question qui émerge aujourd'hui. La question également de l'utilité sociale de ces actions-là. Et donc la communauté scientifique a abordé le débat, l'a fait poindre également par certains côtés dans certaines sphères où on était en dialogue. Et on a des chercheurs parmi nous qui peuvent amener ces éléments-là. Il y a un ouvrage qui vient tout juste de sortir sur la restauration avec la dimension politique, sociale et économique de la restauration, avec des chercheurs, pas mal de chercheurs français, beaucoup de chercheurs européens. Et donc on a les forces SHS pour engager ce débat sur le Rhône avec les différents acteurs. C'est encore à moi, merci Christophe. Donc, en conclusion, on a essayé de se partager les choses et on a enlevé les post-it, du coup, on est peut-être un peu perdu. Donc, une aventure qui continue et un futur collectif qui s'inscrit peut-être dans la transdisciplinarité. Il y a encore, évidemment, des enjeux de connaissances sur la question du suivi opérationnel, des restaurations des marges alluviales. On a vu la diversité de la palette d'interventions que l'on a aujourd'hui sur le fleuve. Notamment dans Rhône-Éco aussi, il y a de magnifiques enjeux de connaissances sur le couplage entre la physique et la biologie. On attaque ça on a ça à bras-le-corps actuellement, c'est quelque chose de très important. On voit aussi que les opérations se multiplient, il y a une massification des opérations de restauration. On constate également, on a parlé de la dimension participative, d'une diversification des porteurs de projets, et puis de la question de développement de modèles de concertation qui soient inclusifs, qui impliquent la participation citoyenne et l'intégration de l'utilité, la prise en compte de l'utilité sociale au-delà de la valorisation écologique des actions en cours. Donc cette démarche collective, elle introduit elle procure un savoir-faire qui est quand même inédit, une ingénierie de la restauration qui est en perpétuelle évolution, mutation, capitalisation. La capitalisation, c'est fondamental, c'est ce qui doit nous animer, qui est source d'innovation. La contribution des scientifiques, donc là on l'a évoqué, qui est très très riche, qui est indispensable, qui est reconnue par tous les acteurs, notamment en France au niveau de l'international, par rapport aux travaux qui sont menés sur le Rhône. On parle du plus grand programme de restauration écologique d'un fleuve à l'échelle mondiale. Et pour terminer, le développement de ces liens qui doivent se faire au service d'un collectif pour le Rhône, ça c'est important d'être unis. On a bien sûr des obstacles, bien sûr, des fois il y a des éléments de divergence. Il faut trouver des points de convergence et sans dialogue, sans
sans notamment participation collective à la résolution des obstacles, on ne pourra pas avancer. Donc tout ça, bien entendu, pour le service, donc au service du Rhône. Et pour terminer, c'est aussi pour faire face aux futurs challenges qui arrivent face à nous, notamment le réchauffement climatique, et d'améliorer, de mettre le Rhône dans ses meilleures prédispositions pour améliorer sa résilience face au changement climatique. Donc pour terminer, une petite vidéo notamment d'une opération qui est en cours, notamment sur le site de Bex, avec une réinjection qui est en voie d'achèvement donc sur le secteur de Bex, Bex-le-G9. Merci de votre attention. Merci de votre attention.